Nous accueillons maintenant. Ça marche, hein? Ça marche pas. Nous accueillons maintenant la table ronde suivante. Je vous remercie de reprendre vos places si vous désirez suivre cette table ronde. Nous accueillons pour la première fois dans le congrès organisé par la FAFA une table ronde des étudiants. Merci à l'Université de Nantes et à Centrale Nantes qui nous accompagnent dans ce projet sur les défis interculturels dans la transition écologique. Pour modérer cette table ronde, nous avons sollicité Clémentine Petain, qui est actuellement responsable de projet ferroviaire dans la Deutsche Bahn, qui a travaillé également chez ADP dans le secteur de la décarbonation, si peut-être que je me trompe, va préciser. Et Clémentine est également membre de la deuxième génération du programme Génération Europe, porté par OFAGE, donc elle est Génération Europe 2024. Clémentine, je vous laisse prendre la parole et présenter votre table ronde. Merci beaucoup Françoise. Merci beaucoup pour l'organisation du congrès. Merci à vous quatre de vous être rendus présents pour participer à cette table ronde, la première apparemment donc dans l'histoire du congrès franco-allemand. Et surtout, merci effectivement de nous laisser la parole, les plus jeunes, ça a été dit tout à l'heure, donc c'est nous. Et comme vous pouvez le voir, on a la parité sur scène, puisqu'on a 2 Allemands et 2 Français qui sont présents ici. Donc je vais faire dans l'ordre. Christopher, bonjour. Christopher, tu es étudiant en Master 2 de droit ici à l'Université de Nantes et tu es actuellement en stage au tribunal judiciaire. Tu as suivi une classe prépa littéraire en vue du concours de l'ENS. Tu as fait ensuite une double licence de philosophie et de droit et au sein de l'Université franco-allemande, et cursus qui a malheureusement été suspendu. Donc tu pourras peut-être nous en reparler plus tard. Et puis tu as participé à un échange scolaire lorsque tu étais au collège, et ensuite tu as travaillé une semaine à Hambourg en 2021. Donc, le lien avec l'allemand est bien présent. N'hésitez pas à m'arrêter si c'est pas ça. Paola, toi tu es allemande, tu es étudiante en médiation culturelle et communication internationale avec une spécialisation allemand. Tu as fait une licence en langue et lettres à Jena avec un bachelor, une thèse de bachelor à la fin entre le chant du monde, c'était 2 œuvres que tu as étudiées, le chant du monde et le chant de la rivière. Et tu as aussi effectué l'année dernière un stage à l'Institut français de Berlin. C'est ça, où tu as organisé notamment la Nuit des idées.
Et tu aimes beaucoup la France puisque depuis 2013, tu viens chaque année dans la Sarthe où tu fais un stage agricole auprès de la même famille. On a beaucoup parlé des échanges dans les familles d'accueil. Ensuite, Johannes, toi tu es aussi allemand, tu es étudiant en double diplôme entre la RWTH à Aix-la-Chapelle, donc l'université technique, et puis Centrale Nantes ici, en ingénierie mécanique. Tu as participé aussi à un échange Brigitte Sauzet pendant ta scolarité, et après le bac, tu es parti 1 an donc, dans un pays francophone, au Togo, pour faire un volontariat là-bas. Tu pourras peut-être aussi nous en reparler, tu étais assistante de mathématiques dans un collège. Et puis Lise, merci d'être présente également. Toi, tu n'es plus étudiante déjà, mais tu es encore considérée comme jeune. Ça, c'est chouette. Tu es directrice de la communication du Transborder. Je ne sais pas si quelqu'un connaît le Transborder ici. Oui, quand même. Donc, c'est une salle de spectacle et de concert à Lyon. Tu as fait une licence franco-allemande en information et en communication entre Lyon et Weimar, et ensuite encore un master international, puisqu'il était trinational entre Nantes, cette fois-ci, Düsseldorf et puis Vienne, sur les pratiques culturelles et la culture des médias. Et tu as toi aussi fait un mémoire en tout cas de master sur l'impact environnemental de la mobilité pour accéder au transborder déjà. Donc tu pourras évidemment nous en reparler. Et toi aussi, tu es baigné dans l'allemand depuis la plus grande jeunesse, je dirais, avec un échange Brigitte Sauzet au lycée et 2 mois à l'Opéra de Trèves en Allemagne, en stage. Voilà pour la présentation de nos 4 intervenants. Donc on a vous avez beau être jeune, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées jusqu'à présent, donc c'est super, vous allez pouvoir nous en reparler. Donc là aujourd'hui la thématique c'est de parler donc, à la fois du franco-allemand mais aussi des enjeux de la transition écologique, qui est quand même un sujet qui nous parle, qui nous questionne peut-être tous et toutes, je dirais. Peut-être une petite question pour savoir ce que vous en pensez. Combien d'entre vous se diraient inquiets du dérèglement climatique ou de la crise climatique en cours? Vous pouvez lever la main. Et par ici, je vous regarde aussi. Tous les 4, évidemment. J'ai regardé les chiffres, c'est à peu près les mêmes en France et en Allemagne, mais on est entre 60 et 70% des jeunes qui se disent inquiets, un peu moins des moins jeunes, mais c'est bien pour ça qu'on est aussi là pour en parler aujourd'hui. Donc avant d'aborder ce sujet plus spécifiquement, peut-être revenir un petit peu sur votre parcours franco-allemand. On a mentionné plusieurs fois Brigitte Sauzet, alors je pense que une grande majorité d'entre vous savent de quoi il s'agit. Ça a été aussi explicité peut-être avec les échanges de jeunes sur la table ronde précédente, mais je veux bien, Johannes, que tu nous expliques, du kannst es auf Deutsch machen, en quoi ça consiste. Je peux commencer en français, après si ça devient trop difficile, je parle en allemand. Ok, le programme d'échange Brigitte Sauzet, c'est organisé par l'OFAGE, l'Office franco-allemand de la jeunesse. Et en gros, il y a un site internet où on peut trouver un correspondant de l'autre pays qu'on va après visiter pour 3 mois et qui vient après te visiter pour 3 mois dans ton pays d'origine. Et moi, avec le programme Brigitte Sauzet, en 2019, j'étais à Annecy pour 3 mois et puis mon correspondant m'a visité pour 3 mois chez moi à Bremen, en Allemagne. Merci. Peut-être qu'est-ce que ça t'a apporté en 2 mots? Oh, ça m'a apporté beaucoup. En 2 mots, oh là. Ah ouais. Ouais, bon. Sans le programme Brigitte Sauzet, je ne serais pas ici. Ça m'a montré ce que ça peut donner de faire du travail interculturel. Et, voilà, c'est ça. Super, merci. Et toi, Lise, qui a fait ce même programme, mais dans l'autre sens? Oui, moi je l'ai fait aussi quand j'étais au lycée. Donc j'ai passé 3 mois dans une famille à Aix-la-Chapelle, qui fait très allemand comme nom. Et après, j'ai une correspondante qui est venue aussi 3 mois sur le début de mon année de première. Je pense que ce qui est intéressant avec ce cursus, c'est que mine de rien, il arrive avant le bac, il arrive quand on est encore mineur. Donc en fait, on se retrouve très jeune, projeté dans un pays à l'étranger. Et moi, ça m'a beaucoup marqué cette expérience de découvrir une nouvelle culture, de découvrir aussi une nouvelle famille d'accueil. Aujourd'hui, ma correspondante, c'est mon ancienne correspondante de cette époque-là. Je la considère comme ma sœur allemande. En fait, elle habite en Suède maintenant. Je suis allée la voir cet été. C'est des échanges qui, en fait, vont bien au-delà de cette période de 6 mois où on habite ensemble.
je pense qu'à 16 ans, c'est aussi des moments où on construit beaucoup notre identité en tant que grand adolescent / jeune adulte. Et donc c'est des projets qui en effet ont une réelle influence sur notre vie future. Merci. Paola, toi, tu n'as pas participé à un échange à proprement dit, mais on l'a dit, ça fait plusieurs années que tu viens en France. Pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, j'étais étudiante ou élève dans une école Steiner, près de Berlin, à Kleinmachnow. Il faut expliquer peut-être. École Steiner, Waldorfschule en allemand. Et là, ils enseignent les langues à partir de l'âge de 6 ans. Mon école à moi, ils ont choisi le français et l'anglais. Et à l'âge de 15 ans, ils proposent un stage agricole en France. Et je suis venue pour la première fois en 2013 et j'étais accueillie par une famille extraordinaire avec des bras ouverts. Je me sentais à la maison dès le premier jour presque. Et aussi le fait de faire la connaissance de la France avec une vie quotidienne à la campagne, ça m'a marqué beaucoup. Et maintenant, je suis membre de cette famille. Mon copain qui fait partie de cette famille, il habite à Angers. Et depuis, je suis restée en contact avec eux et on a grandi ensemble. C'était une expérience qui m'a marquée jusqu'à aujourd'hui. Okay. Donc tu es l'image exacte pour dire que le franco-allemand, c'est une grande famille en fait. Et Christopher, toi aussi, tu as un lien fort pour l'Allemagne. Comment est-ce qu'il se matérialise ? Alors moi d'abord j'ai commencé l'allemand en classe de 4e. En classe de 3e j'ai eu la chance de pouvoir faire un séjour en Allemagne dans le cadre d'un partenariat avec le Gymnasium de Bargteheide et donc à côté d'Hambourg. C'était une expérience assez intéressante. Je me suis retrouvé j'ai une anecdote assez amusante où je me suis retrouvé tout seul à la gare de Hambourg parce que j'ai oublié de descendre du train et j'avais ma professeure qui était paniquée et moi je suis allé manger à la gare de Hambourg et j'étais pas inquiète particulièrement. Enfin voilà, ça m'a j'ai ce genre d'anecdote de ce voyage et ça m'a beaucoup amusé et par la suite j'ai continué mon enseignement, un enseignement en allemand. J'ai intégré une classe préparatoire où j'ai fait LV1 allemand et j'ai préparé le concours en LV1 allemand, le concours de l'École normale supérieure de Lyon. Ensuite, j'ai intégré, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai intégré le cursus franco-allemand à la fac de droit. Voilà, j'ai toujours été très proche de l'Allemagne. J'ai eu la chance en 2021 de pouvoir faire un court voyage supplémentaire à Hambourg. C'est une ville que j'affectionne beaucoup, donc j'avais choisi Hambourg. J'y ai travaillé pendant une semaine. Ça s'était bien passé. Il se trouve que c'était juste après en plein milieu de la crise sanitaire, etc. Donc c'était compliqué. Ça n'a pas pu être plus long qu'une semaine, mais ça m'a déjà apporter une expérience supplémentaire en tout cas. Merci beaucoup. Donc on a une petite anecdote de Christopher sur ses débuts en Allemagne. Maintenant on voudrait savoir ce qui s'est passé pour vous, Johannes et Paola, quand vous êtes arrivés en France cette fois-ci, ce qui vous a étonné ou peut-être les premières fois. Est-ce que vous avez loupé l'arrêt? L'avantage c'est que Nantes c'est souvent le terminus, donc ça n'a peut-être pas dû vous arriver. Bon, pour moi ce sont mes parents qui m'ont amené, donc pas de problème au niveau de la gare. Bon, je pense que la France et l'Allemagne sont assez similaires. Quand même, il y a quelques petites différences. J'adore qu'il y a beaucoup de ronds-points ici. Ça fait que ça roule vite, spécialement un vélo. Sinon, j'adore les boulangeries d'ici. C'est un truc différent. C'est aussi pour ça que je suis ici, je pense. Après, ce que je préfère beaucoup en Allemagne, c'est qu'il y a beaucoup plus de nourriture végane dans les supermarchés. C'est beaucoup plus facile de trouver, par exemple, du tofu. Ça me manque un peu ici, mais sinon, ça va quand même. Tout au début, quand je suis venue en France pour la première fois, quand une personne voulait me faire la bise, et j'ai fait ça parce qu'on n'a pas l'habitude en Allemagne. Mais après, assez vite, je me suis habituée à un autre mode de vie.
Et quelque chose que j'aime particulièrement en France, c'est vraiment la passion pour la nourriture, de parler de la nourriture, de partager la nourriture, de la préparer ensemble. C'est vraiment une tradition qui me tient à cœur depuis, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous rassemble, qui nous fait vivre une unité. Et ouais, c'est quelque chose qui me manque parfois en Allemagne. Si je peux ajouter un truc, c'est une chose qui me plaît pas ici en France, c'est que beaucoup de maisons et aussi l'école, les universités sont encadrées. Alors il y a des barrières partout et sans badge, on ne peut pas entrer. Même au TGV, on a d'abord besoin de montrer son ticket avant de monter. Et je trouve qu'on est un peu plus à l'aise concernant la sécurité en Allemagne, et je ne pense pas que l'Allemagne est moins sécure à cause de ça. Et c'est quelque chose que je préfère beaucoup en Allemagne. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord tous les deux, c'est très bien. Et puis toi, Johannes, tu as commencé à toucher du doigt le côté développement durable, parce que tu parles du tofu qu'on trouve moins en France. On va y revenir, pas forcément que sur le tofu, mais au choix. Peut-être juste un dernier mot, Lise, si tu veux nous dire, toi, comment aujourd'hui, en vivant donc en France, à Lyon, tu cultives cet intérêt pour l'Allemagne au quotidien? Oui, je pense que de mon côté, de mon expérience, il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés en fait, pendant ces études franco-allemandes. Au final, j'ai dû passer 3 ans sur les 10 dernières années à peu près en Allemagne. Donc forcément, j'ai rencontré plein de personnes avec lesquelles je suis encore en contact. Les Allemands particulièrement aiment bien, en tout cas les Allemands de notre génération aiment bien les messages vocaux. Donc avec des amis allemands, on s'envoie toujours des messages vocaux interminables en allemand, ou même si on n'habite pas dans le même pays, on se raconte toutes nos vies. Et donc oui, j'ai vraiment gardé des liens avec des personnes qui habitent en Allemagne aujourd'hui. Ça m'a aussi permis d'avoir des liens avec des personnes qui n'habitent plus forcément ni en France ni en Allemagne. Et ça, je trouve ça intéressant aussi. Ça a été évoqué tout à l'heure pendant le discours d'inauguration, c'est que finalement, il n'y a pas que la France et l'Allemagne, et dans un contexte européen très fort, qui est notamment très important aujourd'hui. Je trouve ça super en fait de pouvoir me dire que je connais des gens qui habitent dans plein de pays différents, et je fais un peu mes vacances à cette image-là. Donc j'ai quand même un peu tendance à partir cet été. Donc je disais tout à l'heure, j'étais en Suède chez des amis allemands. Souvent quand je pars en vacances, je vais voir des gens dans différents pays, et ça peut être des gens que j'ai rencontrés en Allemagne. Donc je dirais que c'est avant tout ces relations-là qui me gardent, qui entretiennent mon côté franco-allemand. Et puis on se fait inviter à ce genre de table ronde super intéressante. On est très content d'être invité, donc c'est génial. C'est grâce aux études franco-allemandes à l'université franco-allemande. Merci beaucoup déjà pour votre premier témoignage sur le pays voisin. Si on parle un peu plus maintenant de développement durable, qui est quand même la deuxième thématique de cette table ronde, vous me disiez, avant qu'on soit ici, Christopher et Johannes, que vous aviez des cours ici en France sur cette thématique-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ok. Bon, ici à l'école centrale, on a un cours qui s'appelle ENCLI, Enjeux climatiques. Je pense qu'en général, l'école centrale forme des ingénieurs vraiment très généralistes, ce qui n'est peut-être pas vraiment le cas à Aachen, de là où je viens. En fait, à Aachen, il n'y a même pas un cours qui correspond à ENCLI. Et ça me plaît beaucoup parce que je pense qu'un ingénieur qui n'est pas conscient des effets qu'il y a ce qu'il fait, que c'est pas un bon ingénieur. Et du coup, j'aime bien comment on le fait ici à Centrale, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi l'université et pas une des autres écoles centrales de France. Et donc pour moi, en fait, c'est des cours qui ont été introduits en L3, donc en troisième année de licence. Donc c'est depuis 2022. Un cours qui s'appelle Grands enjeux de la transition écologique, qui résonne plutôt bien avec le nom de cette table ronde. Et ce sont des cours qui sont pluridisciplinaires en principe. Bon, moi, comme je suis en droit, c'était pluridisciplinaire au sein du droit. Donc on a fait un peu de droit public, de finances publiques. On a pu voir aussi un peu de
comment dirais-je, on a eu pas mal de matières, en tout cas différentes, de points de vue différents aussi. En finances publiques, par exemple, c'était l'impact du budget vert dans le budget de l'année. Au vu des questionnements actuels, ça résonne plutôt pas mal. On sait que le budget est à l'ordre du jour, que ce soit en France ou en Allemagne pour l'année prochaine. Ce genre d'interrogation-là, c'était au premier semestre de L3, donc ça tombait juste pendant cette période. Et voilà, ce sont des cours qui ont été rendus obligatoires depuis 2022. Budget qui a été en partie, on l'a entendu tout à l'heure, octroyé à l'OFAGE, donc on en est très content. Et puis ce serait bien qu'une petite partie ou plus grande le soit aussi sur les sujets de développement climatique, développement durable, on espère. D'ailleurs, c'est un thème que tu as choisi, Paola, on le disait tout à l'heure, pour ta thèse de bachelor, il me semble. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette thématique pour faire cette thèse et qu'est-ce que tu as découvert ? C'était à cause de mon stage que j'ai vécu en 2024 avec l'Institut français de l'Allemagne. C'était pas de Berlin, j'étais à l'ambassade de France à Berlin et on a organisé cet événement culturel autour du sujet biotopie, manière d'être vivant. Et j'ai travaillé pour le bureau du livre sous la direction de Myriam Louvio. Et ce travail-là en équipe a vraiment réveillé en moi une conscience à quel point ces sujets-là jouent aussi un rôle dans le secteur culturel, notre échange avec l'art, la littérature, la musique, quand tous ces sujets-là réapparaissent aussi dans ces domaines-là. Et cette Nuit des idées de 2025 avait la devise « Nous sommes la rivière ». Et j'ai trouvé le livre « Le chant de la rivière » qui était publié en 2024. Et comme elle a mentionné dans le livre elle-même, l'autrice Wendy Delorme, elle a mentionné le nom de Jean Giono, un écrivain assez connu pour ses œuvres avant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, j'ai découvert Le chant du monde. Et j'ai fait la comparaison à quel point la nature a le droit de parler ou peut parler dans ces œuvres-là. Et le fait que l'autrice Wendy Delorme, elle a donné la voix à la rivière, elle a échangé entre les chapitres, une fois la femme, l'écrivaine, et l'autre chapitre était toujours raconté par la rivière. Et c'était une manière très très intéressante de se rendre compte à quel point la nature, elle est en nous, elle est en lien avec nous, et c'est assez facile de se dire on ne fait plus partie ici dans une pièce pareille, il n'y a pas des arbres, il n'y a pas des plantes, il y a l'air peut-être qu'on respire, mais si on perd un peu de vue le fait que nous sommes une partie intégrante de la nature, ça fait qu'on oublie vraiment notre impact dans tout l'organisme qui travaille ensemble. Tout à fait, nous sommes des êtres humains et on fait partie des animaux de la nature finalement. Et tu l'as dit, la nature reprend peut-être un petit peu ses droits dans plusieurs secteurs. Donc toi, tu as mentionné la culture, c'est celui duquel tu viens aussi, Lise. Et toi aussi, tu as choisi cette thématique, une thématique en tout cas en lien avec la transition écologique pour ton master. Est-ce que c'est lié à l'inquiétude dont on parlait au début ? Pourquoi avoir choisi ce thème ? Oui, je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure en me présentant. Je travaille dans une salle de concert depuis 3 ans et demi maintenant à Lyon. Et en fait, c'est les nouvelles pratiques éco-responsables, c'est un des enjeux très forts du milieu culturel actuellement. Il y a une réflexion en France qui a vraiment émergé avec la crise du Covid, où les acteurs culturels se sont tous retrouvés à l'arrêt, à se poser évidemment la question de quel sens avait le secteur, de pourquoi est-ce qu'eux ils étaient arrêtés, pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas considérés comme indispensables, on a beaucoup entendu ça, et pourquoi au contraire ils le sont, bien évidemment. Je ne sais pas s'il y a besoin de le rappeler, mais bien sûr. Et donc dans cette période-là, il y a eu beaucoup de réflexions qui ont émergé sur ce sujet-là, comment est-ce qu'on peut faire un monde de la culture qui soit plus éco-responsable. Et donc quand moi je suis arrivée en 2022 au Transborder, juste après mes études, dans cette salle de concert.
Et en fait, on se rendait compte que c'était difficile de quantifier et de se rendre compte finalement de quel était l'impact réel, le bilan carbone, l'impact sur la planète de l'activité d'une salle de concert. Et donc, le premier réflexe, la première chose à faire, c'est d'essayer de quantifier quelles sont nos émissions, quels sont les différents pôles d'émissions. Et donc mon travail, mon mémoire, il s'intéressait à cette question-là. Et notamment, il y avait un premier bilan carbone qui avait été réalisé et qui nous indiquait que les plus gros pôles d'émissions, c'était les déplacements des artistes. Donc pour faire venir et repartir les artistes à la salle de concert, c'était aussi les transports des publics. Et donc c'est là-dessus que j'ai écrit mon mémoire, et c'était aussi la restauration et le bar. Et donc moi j'ai décidé de m'intéresser à quel est l'impact de la mobilité des publics sur l'environnement, et donc on est allé quantifier sur quel type d'événement, quel type de concert, il y a quel type de public qui viennent, est-ce qu'ils viennent de loin, est-ce qu'ils viennent de près, quel mode de transport ils choisissent, et du coup comment est-ce que, en fonction de ces données-là, après on peut faire évoluer les mentalités, sensibiliser pour que les publics viennent le plus possible avec des moyens de transport doux, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vraiment sensibiliser, faire évoluer les pratiques, et construire un monde musical plus durable dès aujourd'hui en fait, et pour le futur. Merci. Puis on va revenir sur les idées que vous avez eues ou que tu as eues au Transborder, puisque je pense que ça ne se limite pas au monde de la culture. Peut-être que si on faisait les émissions du congrès, ici aussi, on trouverait que c'est aussi les déplacements du public, des intervenants qui seraient le plus gros émetteur carbone. Donc il y aura peut-être des choses à mettre en place ici aussi, dont on pourra s'inspirer à l'avenir. Donc ma prochaine question serait de savoir, quelles sont les initiatives que vous voyez à votre échelle, donc à l'échelle individuelle bien sûr, mais à plus grande échelle aussi. Qu'est-ce qu'on attend, nous, vous, des dirigeants, des gouvernements sur les sujets de transition écologique? Et puis il y a aussi les entreprises qui ont leur part à faire. Alors, quelle est votre vision là-dessus? Est-ce qu'il y a des initiatives que vous avez perçues, soit dans votre pays, soit dans l'autre pays d'à côté, qui vous paraissent pertinentes, qui permettraient de sensibiliser et d'évoluer dans la bonne direction, on espère? Je ne sais pas qui veut commencer. Si Lise, tu veux reprendre tout de suite sur les... Oui, je peux continuer sur l'exemple de la salle de concert. On a identifié, nous, qu'on avait on n'avait pas un seul public, en fait, mais plusieurs publics qui vont, selon l'esthétique musicale, selon la renommée de l'artiste, venir de plus ou moins loin, selon les dates de la tournée aussi. Si je prends l'exemple de Nantes, s'il y a un artiste qui va jouer à Nantes, à Rennes et à Angers, a priori, le public qui va venir au concert, il va plutôt venir de la métropole de Nantes. S'il n'y a pas les autres villes, il fait uniquement une date à Paris, une date à Nantes. Le public, il va peut-être venir de plus loin. Et si le public vient de plus loin, peut-être qu'il va venir en train, peut-être qu'il va venir en voiture. Et donc, c'est directement lié. Où est-ce que passe l'artiste sur une tournée, ça va directement induire d'où est-ce que viennent les publics. Et la renommée, bien sûr, il y a des artistes très importants qui sont suivis par leurs fans. Il y a des fans qui font toute la tournée, qui viennent voir les 5 dates ou les 10 dates en France de l'artiste. Donc forcément, ça a un impact carbone. Si vous faites toute la tournée en voiture, vous allez bien plus polluer que si vous allez voir l'artiste quand il passe dans votre ville en transport en commun. Donc il y a une vraie part, comme levier d'action concret pour une salle de concert, il y a une vraie part de sensibilisation, expliquer, en fait, commencer à mettre à disposition du public des outils pour qu'ils puissent quantifier eux-mêmes leur impact carbone. Donc ça peut passer par un petit formulaire qu'on vous donne à l'entrée de la salle, où vous pouvez vous-même regarder, écrire de combien de kilomètres vous avez fait, par quel moyen de transport, et puis ça vous dit un petit peu de manière ludique quel impact environnemental vous avez si vous venez de cette manière-là. Après, il y a plein d'initiatives au-delà de la sensibilisation qui existent. Nous, notamment, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'arceaux pour les vélos devant la salle de concert. Donc, on a contacté la métropole lyonnaise. On leur a dit il faut agrandir notre parking à vélo. Les gens viennent moins à vélo parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas sécuriser leur vélo. Donc on a agrandi le parking à vélo. On a fermé le parking pour les voitures aussi. On a dit, en fait, on est une salle de la métropole. C'est très bien desservi en transport en commun.
on rend un petit peu plus compliqué pour le public le fait de venir en voiture et on se dit que du coup ils vont peut-être plus prendre le bus. Et dernier levier d'action concret qu'on a identifié, c'est le fait de rendre notre vestiaire gratuit pour toutes les personnes qui viennent en vélo, en trottinette, en skate. Donc tous ces transports, ces modes de transport doux, on essaye de valoriser ça en offrant le vestiaire. Et ça marche plutôt bien, les gens sont très contents. Je pense que c'est aussi une manière de répéter tous les soirs, à chaque événement, qu'on met en place des choses et que l'impact environnemental il est important et que chacun doit faire ses petits gestes de responsabilisation aussi personnelle. Merci. Johannes, tu veux continuer? Okay, ich glaube, ich rede mal auf Deutsch. Ich glaube, die meisten von Ihnen und euch verstehen mich auch besser, wenn ich auf Deutsch rede. Nehme ich mal an. Genau, wenn man über das Thema spricht, ist es, glaube ich, wichtig, die Fakten ein bisschen im Kopf zu haben. Also ich glaube, die Korrelation zwischen CO2-Ausstoß oder CO2-Äquivalent, das ausgestoßen wird, und dem Klimawandel, die ist eindeutig belegt. Und so gibt es eben ein CO2-Budget, was wir zur Verfügung haben, was wir ausstoßen können, um eben die Erderwärmung bei idealerweise 1,5 Grad, auch wenn ich da nicht wirklich dran glaube, zu begrenzen. Und das wären eben 2 Tonnen pro Person pro Jahr, wenn man das auf die Weltbevölkerung gleich verteilt, was ich glaube, was gerecht ist, weil also ich glaube nicht, dass es gerecht wäre, wenn Menschen aus dem globalen Norden mehr davon zur Verfügung hätten als zum Beispiel Menschen aus dem globalen Süden. Und der Durchschnitt in Deutschland und Frankreich gerade liegt bei ungefähr 10 Tonnen. Das heißt, wir dürften eigentlich nur 1/5 davon wirklich verwenden. Und ich glaube, zuallererst eine andere Sache, das CO2-Budget, das wurde stark gepusht von einer britischen Ölfirma, British Petroleum. Ich glaube, das ist wichtig, das im Kopf zu haben, wenn man darüber spricht, weil es eben ein Versuch ist, von Unternehmen die Verantwortung an die Einzelnen abzugeben. Ich glaube, es ist wichtig im Kopf zu behalten, dass es mehrere Akteure in diesem System gibt. Es gibt die Politik, die Unternehmen und die Individuen und alle müssen was tun, damit es klappt, die Erderwärmung zu begrenzen, die ja drastische Folgen hat, also die, jetzt weiß ich es mal auf Französisch, also dass Gebiete unbewohnbar werden, das sind Folgen, ich glaube, das sind fundamentale Menschenrechte, die da verletzt werden, wenn eben das CO2-Budget von uns, von den Firmen, von der Politik nicht eingehalten wird. Und deswegen versuche ich persönlich, das auf ein Minimum zu reduzieren. Ich meine, es gibt die großen Sektoren, die CO2 verursachen. Ich glaube, da haben wir alle schon von gehört, zum Beispiel der Verkehr. Ich persönlich habe keinen Führerschein und will mein Leben, wenn das möglich ist, ohne Auto gestalten. Vielleicht geht es auf dem Land nicht, aber das ist jetzt nicht unbedingt mein Fall. Dann Ernährung. In meinem Alltag ernähre ich mich vegan, auch wenn ich das jetzt nicht konsequent durchziehe an jedem Tag. Aber ich glaube, der Weg ist ja allgemein bei dem Thema schon mal das Ziel. Und ich glaube, das ist wichtig, einfach zu machen, was man kann. Konsum. Ich kaufe eigentlich nur Secondhand, also Le Bon Coin oder Kleinanzeigen in Deutschland. Da findet man wirklich alles. Man braucht eigentlich wirklich nicht zu Ikea gehen oder so. Secondhand-Kleidung sowieso irgendwie cooler, als Sachen neu zu kaufen. Habe ich einen Sektor vergessen. Heizung, da kann ich nicht so viel machen, jetzt im Studentenwohnheim, aber später dann vielleicht. Und ich glaube, so haben wir alle irgendwie die Verantwortung, zu gucken, eben unseren CO2-Fußabdruck zu verringern. Eine Sache möchte ich da noch anmerken. Wir hatten gerade eine Vorlesung über Unternehmensziele und da hieß es, Strategie von Unternehmen diene nur dazu, den Profit auf lange Zeit zu erhöhen. Und ich glaube, dass das nicht wirklich zeitgemäß ist, sondern dass man in allen Entscheidungen, die man trifft, ein bisschen eben auf die Nachhaltigkeit, soziale, umwelttechnische und ökologische Aspekte eingehen muss, in jeder Entscheidung, die man trifft. Merci beaucoup. Donc vous voyez, il y a plein d'idées, plein de choses qu'on peut faire. Tout le monde a les possibilités, donc il suffit de se mettre à l'action. Paola, tu en as peut-être encore d'autres à nous donner. Je suis tout à fait d'accord avec Johannes, ce qu'il a dit. Je crois qu'il faut vraiment garder en conscience
qu'on n'est pas fait pour l'éternité, ni nous, ni la planète, ni nos envies de profiter autant étant une société ou avoir des choses à vendre, de vraiment se rendre compte oui, que nos ressources sont limitées et on est à un point dans notre histoire humaine de vraiment réfléchir, de vraiment agir de manière très consciente sur tout ce qu'on fait et de retrouver une nouvelle solidarité, je trouve, avec nous, entre nous, mais aussi avec la nature. Et je sais pas, là je parle encore une fois de la culture, de la littérature, mais elle a réveillé en moi cette conscience. Oui, j'aimerais bien que tout le monde se laisse inspirer pour réfléchir un peu d'une autre manière. Et moi, je pense aussi que nos initiatives personnelles sont très importantes et capitales, mais que on doit aussi faire comprendre aux grandes sociétés, aux grandes entreprises, aux petites entreprises et surtout à nos gouvernants, que ce soit en France, en Allemagne ou à l'échelle de l'Union européenne. Je pense qu'on doit être moteur en réalité d'un changement de paradigme, mais je pense que tant que nous, on n'aura pas initié ce changement, on ne pourra pas espérer que les autres le fassent à notre place. Et ça implique effectivement... on regarde souvent du côté de la Chine et on pointe assez justement que la Chine est le plus gros consommateur, enfin le plus gros producteur de gaz à effet de serre, etc. Mais en réalité, on peut condamner autant qu'on veut les autres États, mais si nous, on tarde à mettre des choses en place, on n'est pas légitime, je trouve, à critiquer ce qui se fait à l'étranger. Et donc, je pense effectivement que les citoyens, comme les gouvernants, doivent prendre des mesures drastiques et des fois sacrifier l'économie si c'est nécessaire, parce que malheureusement, on aura beau produire tout ce qu'on veut, si nous on n'existe plus, on produira pour rien. Effectivement. Merci en tout cas pour vos différents points de vue. Donc on l'avait dit, hein, mais il y a beaucoup d'échelles, des échelles différentes. Peut-être que parmi vous dans la salle, il y en a qui ont un impact plus que nous parce que vous avez l'expérience, l'expertise, vous travaillez dans certaines sociétés. Donc effectivement, les actions à mener sont collectives. D'une part, la solidarité, tu l'as dit Paola, mais aussi pas uniquement à mener au niveau individuel, même si on fait tout ce qu'on peut, tout ce qui est à notre main. En tout cas, j'ai l'impression, nous tous les 5, et puis j'espère vous aussi. Ça me fait me demander aussi cette question-là qu'on se pose. Toi, Christopher, peut-être si je rebondis sur ce que tu viens de dire là, comment tu vas te mettre au profit de ce que tu as dit de la France, de la société, qu'est-ce que tu vas faire plus tard pour pouvoir essayer d'y contribuer ? Moi, je suis en train de me préparer doucement à passer le concours de la magistrature. Mon objectif, c'est de devenir juge. Et à ce titre, je pense que pour ce que moi, pour ma vision en tout cas, on est en train, le ministère de la Justice est en train de mettre des choses en place. Récemment, le 8 octobre, c'était la première journée du déferrement tout numérique pour toutes les procédures qui sont les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité, donc ce qu'on dit les plaidés coupables en gros, toutes ces procédures-là sont entièrement dématérialisées. C'est-à-dire que désormais, alors avant, le procureur imprimait un document qui faisait signer, dans lequel le prévenu expliquait oui, je suis d'accord avec ça et je reconnais les faits tels qu'ils ont été présentés et j'accepte la peine telle qu'elle a été proposée. Ensuite, c'était envoyé au juge, le juge la signait, patin coup fin. Ça prenait, ce sont des initiatives qui ne sont plus nécessaires dans la mesure où on passe entièrement par l'ordinateur et on crée un CERFA, une attestation CERFA, et qui a valeur de jugement et qui est simplement répertoriée dans les ordinateurs, dans les bases de données. C'est ce genre d'initiative-là que le ministère de la Justice met en place. Il y en a d'autres. Moi, je pense notamment que
essayer de limiter les trajets qui sont nécessaires par les magistrats et les autres professionnels de la justice, à savoir que bon, je suis en stage au tribunal actuellement et la référente de mon stage, elle habite du côté de Vannes et donc elle fait Vannes-Nantes tous les jours, matin et soir, en voiture, à défaut d'avoir des transports en commun qui sont suffisants. Bon, des fois, elle s'organise pour venir en train, mais si elle doit arriver le matin pour une audience à 8 heures, c'est compliqué d'avoir les moyens logistiques, en tout cas, de transport en commun pour venir. Merci pour le point de vue du secteur plutôt juridique. On a la chance aujourd'hui d'avoir 4 personnes qui viennent de 4 secteurs différents. Johannes, toi, peut-être pourquoi tu as choisi le cursus technique et comment tu comptes contribuer aux enjeux de développement durable avec ton diplôme d'ingénieur bientôt? Bon, je me demande parfois la même question parce que je pense que was uns fehlt, sind, glaube ich, nicht technische Lösungen, sondern mehr die gesellschaftliche Umsetzung. Deswegen interessiert mich die Politik eigentlich ungemein. Ja, von klein auf war ich fasziniert von Mathe und Naturwissenschaften. Ich weiß nicht, ob Ihnen Mathe-Olympiade, Les Olympiades de Mathematik, das was sagt. Habe ich viel teilgenommen, war auch relativ erfolgreich, habe auch da andere Wettbewerbe gemacht und es war einfach irgendwie immer so mein Ding. Dann die Projektarbeit vom Abitur, da haben wir so Flugleiter entworfen und das fand ich unglaublich faszinierend und das war einfach total cool. Und ja, deswegen bin ich da so in der Richtung geblieben. Je länger ich mich damit beschäftige, desto öfter habe ich auch darüber nachgedacht, eben zu wechseln in Richtung zum Beispiel Politikwissenschaften. Habe auch einen Studiengang gefunden, der mich sehr fasziniert hat. Das war auch ein binationaler Studiengang Berlin-Paris, Politikwissenschaften. Aber für den konnte man nach dem Abi oder durfte man maximal ein Jahr was anderes gemacht haben nach dem Abi außer studieren. Und da war ich nach Togo und dann dem Start des Maschinenbaustudiums schon drüber und deswegen war das dann keine Option mehr und dann bin ich geblieben, da wo ich bin. Ja, ich glaube trotzdem, dass man auch in meinem Bereich einiges dazu beitragen kann, dass Sachen vorangehen und interdisziplinäre Arbeit ist ja auch insbesondere wichtig und deswegen ja, bin ich sehr guter Dinge, da mit meinem Berufsleben auf jeden Fall auch was beitragen zu können. Merci. Bon, l'avantage, je crois, c'est que dans notre génération, on n'est pas forcément bloqué dans un seul métier. En plus, ingénieur, c'est quand même très large. Peut-être que tu auras l'occasion de faire de la politique. On te le souhaite si c'est ce que tu veux. Paola, peut-être toi, ton avenir. C'est le moment où moi je parle aussi une fois en allemand. Ich glaube, dass alles, was ich sage, noch sehr idealistisch klingt und noch bis auf einige Praktika nicht von sehr viel Berufserfahrung begleitet ist oder so. Aber wovon ich seit der 10. Klasse spreche, ist, dass ich möchte Brücken bauen, ich möchte Orte schaffen, an denen Menschen zusammenkommen, weil ich glaube, dass uns das in der modernen Gesellschaft mit Entwicklungen wie Spotify, Netflix, wo wir uns alle eigentlich den ganzen Tag lang einschließen, isolieren und beschallen lassen können, ein bisschen abhanden gekommen ist, dass wir uns austauschen, dass wir über unsere Meinungsgrenzen hinweg ins Gespräch kommen und nicht direkt zur Diffamierung der anderen Personen neigen. Und ich glaube, da ist Kultur und der Austausch darüber, über alle Formen der Kunst, die es gibt, einfach der perfekte Weg. Wir hatten jetzt dank des Masters schon das Privileg, 2 Theateraufführungen uns in Nantes anzuschauen, die sehr komplexe Themen bearbeitet haben, worüber wir danach ins Gespräch gekommen sind. Und genau diese Art, miteinander umzugehen, erstmal zuzuhören, sich Dinge länger anzuschauen, auf sich wirken zu lassen. Ich möchte einfach beruflich eine Nische finden, die das unterstützt. Und wenn das im deutsch-französischen Kontext passiert, umso besser. Merci. Lise, je termine par toi parce que tu as un peu plus d'expérience, un peu plus de recul peut-être sur le monde du travail. Est-ce que tu te sens à ta place sur ce sujet-là? Est-ce que tu as d'autres envies maintenant? Oui, je pense, ce que vous dites, ça me fait quand même me dire qu'il ne faut pas qu'on minimise nous, en tant que futur, vous en tant que futur travailleur, travailleuse, il ne faut pas minimiser l'impact que nous on peut avoir en fait en arrivant dans une structure et en fait finalement en arrivant au Transborder, c'est ma première expérience professionnelle en tant que salarié
Et en fait, rien qu'arriver là et commencer un mémoire sur ce sujet-là, ça induit plein de discussions en interne. On a beaucoup discuté éco-responsabilité en interne. Et le fait d'identifier quels leviers on avait, à quel endroit on se situait, quels étaient les leviers concrets, qu'est-ce qu'on pouvait faire évoluer, ça a permis aussi de mettre en mouvement des choses. Donc je pense qu'il ne faut pas se dire « oh là là, nous, en tant qu'individu, on ne peut rien changer ». On peut changer plein de choses. Et c'est justement ce qui est chouette. Et je pense qu'il y a un changement... il y a plein de jeunes générations qui arrivent, plein de super idéaux. C'est super d'être plein d'idéaux et qui justement veulent faire bouger des choses. Après, je rebondis aussi sur ce que disait Christopher. Il y a un moment où on va avoir besoin aussi des autres générations, où on va avoir besoin de personnes qui se remettent en cause, où on va avoir besoin de politiques qui prennent des décisions. Et c'est très important, en fait, aujourd'hui, à échelle individuelle, c'est toujours moins cher d'aller de la France à l'Allemagne en avion qu'en train, et on est en train de supprimer des Paris-Berlin en train de nuit, ce que vous devez être aussi atterré que moi. Et en fait, il y a ce genre de détail qui a vraiment son importance, finalement. Ça nous met aussi la puce à l'oreille et sur le fait en fait, on a besoin aussi que... C'est ce qui a été dit aussi avant dans la table ronde. On a besoin que ça vienne du bas, mais que ça vienne aussi du haut, et qu'il y ait aussi des moyens financiers qui soient investis dans cette direction-là, qu'il y ait des encadrements de choses concrètes qui soient faites pour nous permettre, encore une fois, de vivre le plus longtemps possible sur cette planète. Et d'adopter des modes de vie les plus durables possibles. Merci. Et je crois que ça fait écho aussi au fait que les jeunes aujourd'hui aient le droit de parler au Congrès. Donc merci encore d'écouter toutes les voix un petit peu. Et évidemment avec notre idée de notre âge finalement et nos idéaux. Et c'est peut-être ça qui était attendu aussi et qu'on voulait vous transmettre ou qu'on voudrait encore vous transmettre pour vous, pour vos enfants, vos petits-enfants peut-être, je ne sais pas. Mais parce qu'on a, comme tu disais, envie que la planète soit utilisable, si je puis dire ce mot comme ça, puisse être... Vivable, oui, c'est ça, simplement vivable pour tout le monde, pour nous et puis les générations qui viendront après nous. C'est peut-être notre job aujourd'hui d'alarmer là-dessus. Donc merci beaucoup de nous avoir laissé parler. Et on voulait aussi échanger avec vous. Peut-être qu'il y a des choses qui font écho avec votre propre vécu. Vous avez des questions, donc c'est le moment. Oui, bonjour, j'aimerais partager une petite expérience. Je m'appelle Théo, j'ai 23 ans, j'ai fait un stage à l'Institut culturel franco-allemand d'Aix-la-Chapelle, ce qui fait aussi le lien. Au tout début de mon stage, j'ai participé à l'organisation d'un projet de Madame Sezgin, qui était responsable des projets culturels, événementiels. Et justement, on a proposé un projet triple, financé par le Fonds citoyen franco-allemand, autour de l'œuvre de Jean Giono, L'homme qui plantait des arbres. Donc on a proposé une après-midi de courts-métrages. Donc on a présenté des courts-métrages en lien avec le développement durable, la transition écologique, qui sont multiples. Il y a énormément d'œuvres de ce genre-là. On a aussi proposé une après-midi lecture sur l'œuvre de Jean Giono. Et l'événement principal, c'était une pièce de théâtre autour de L'homme qui plantait des arbres. Donc on a recruté un acteur qui a présenté cette œuvre. Et je me souviendrai toute ma vie du cri qu'il a poussé dans ce centre culturel qui était planter des arbres. C'était très, très, très drôle. Et ça permet aussi de sensibiliser à ces enjeux-là de la transition écologique. Voilà. C'était un petit retour d'expérience. Et je partage la colère froide de la suppression des trains de nuit. Je trouve ça particulièrement déplorable et un très mauvais message porté pour les échanges franco-allemands. Oui, Thierry Badel, donc moi je suis président d'un comité de jumelage et j'aimerais savoir si le fait que vous ayez ces échanges biculturels, en fait, que vous ayez pu avoir, elle est en Allemagne, elle est en France, est-ce que ça a eu un impact sur la prise de conscience justement du développement durable et est-ce que ça vous a apporté plus que si vous étiez simplement resté dans votre pays d'origine, quoi? Je peux dire tout de suite oui, parce que comme j'ai vécu
presque 12 ans dans la Sarthe et là, je vois des réalités de vie qui sont directement liées à la nature et le changement climatique, les récoltes des fruits, des légumes et toute la nature autour, les forêts. Ça se voit, la sécheresse est visible. Parfois, les cueillettes meurent à cause des effets du changement climatique. Et dès l'âge de mes 15 ans, j'ai pris la conscience qu'il y a un changement assez visible. Et ça m'a aussi motivé beaucoup d'agir et de m'investir d'une manière ou d'une autre, à me battre pour que aussi de la nouvelle génération, les nouvelles générations, on trouve ici une planète qui ressemble à peu près à ce qu'on a vu toujours comme normal, qui est en train de se changer. Bon, pour moi, je pense non. Que je m'intéresse pour ce sujet, ça vient surtout de l'école en Allemagne et je pense que l'expérience que j'avais en France n'avait pas beaucoup de rapport avec ce sujet. Mais tu disais, on parlait des cours, je rebondis juste là-dessus tout à l'heure, tu disais qu'en Allemagne, tu n'avais pas eu des cours sur le... Donc c'est plus l'école au sens large. Comment vous éduquez à l'école? Qu'est-ce que tu entends par là? Oui, bon, là je parle surtout du lycée et du collège. Mais bon, à l'université, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé en Allemagne et que je suis très heureux de pouvoir faire une partie de mon éducation supérieure ici en France avec ces cours comme par exemple l'ANCLI dont je viens vous parler. Moi, je pense que oui, en tout cas, l'échange Brigitte Sauzet à 16 ans, déjà, ça a été un vrai déclic. Mais en fait, ça rejoint ce que tu disais, Johannes, que en fait, je pense que les vingtenaires d'aujourd'hui en Allemagne ont l'air d'être beaucoup plus sensibilisés sur le sujet que les propositions de repas n'importe où, végétariens, véganes, sont bien plus développées. Moi, j'ai vraiment souvenir à 16 ans m'être retrouvée en Allemagne et être dans un monde où la jeune génération ne pouvait pas être fière de son histoire, bien évidemment, et que du coup, les mentalités étaient tournées vers l'avenir tout le temps. Et je pense que ça explique aussi que en termes de transition écologique, en termes de sensibilisation individuelle, aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que l'Allemagne est en avance par rapport à la France là-dessus. En tout cas, c'est ce que j'ai toujours vu. Ouais. Moi, si je peux répondre aussi... c'est parce que ça fait écho avec ce que dit Lise, hein, je ne veux pas te couper la parole, Christopher, mais quand j'étais partie au lycée, pareil en Allemagne pour un séjour, un échange, c'était la période où il y avait beaucoup de manifestations et donc je voyais partout Atomkraft, Nein Danke, et ça m'avait beaucoup révoltée. Je suis revenue en France en disant, j'habitais... donc je suis revenue en France, j'habitais en Lorraine, donc pas loin de la centrale de Cattenom que je voyais, qui fumait tous les jours, qui sortait des fumées noires, et enfin noires en l'occurrence non, parce qu'elles sont... mais c'est pour l'image. Mais bref, et donc j'étais assez révoltée. Je me disais pourquoi est-ce que nous on a encore du nucléaire, et aujourd'hui j'ai un recul sur cette situation et je suis beaucoup plus nuancée quand je vois que la plupart des trains, donc c'est ce que disait François, je travaille à la Deutsche Bahn en Allemagne, sont encore pour une majorité d'entre eux circulent à l'énergie qui est produite là-bas, donc du charbon. On peut se poser la question. Donc c'est vrai que il faut mettre en perspective les deux. Mais je te laisse. Et moi je suis pas certain. En même temps, je me suis plongé dans ces thématiques à travers la littérature et en particulier la littérature allemande. Je suis tombé assez vite dans Kafka, même s'il ne traite pas forcément toujours de ces questions, il y a quand même toute une thématique autour de qu'est-ce que l'humain représente. Ma première œuvre de Kafka, c'est Le procès. Enfin, c'est l'humain face à des choses qui sont beaucoup plus importantes que lui, et ça m'a aussi ouvert à ce genre de réflexion. Après, c'est pas ma vie quotidienne en Allemagne, parce que j'ai pas passé beaucoup de temps non plus, qui fait écho à ces réflexions-là. On a le temps de prendre encore une ou deux questions. Ich wollte einmal fragen, weil ihr
alle auch viel in Deutschland und Frankreich gelebt habt, ob ihr noch mal wie so konkrete Tipps, also wie du meintest, vegan und kein Auto und so weiter habt, für wenn man ins andere Land geht, weil ich habe das viel erlebt, man ist so gewöhnt, Mülltrennung und Pfandsystem oder irgendwie viel vegan essen und das ist, finde ich, schon in beiden Ländern ein bisschen unterschiedlich. Genau, ob ihr da noch irgendwelche konkreten Tipps oder Einblicke oder Erfahrungen habt. Ich hätte einen Tipp, Thema Mobilität. Vor einem Wochenende gab es an der École Centrale eine Challenge, die heißt Pouce d'Or. Und das Ziel ist, per Anhalter so weit wie möglich zu kommen. Und das ist echt eine sehr coole Erfahrung, gerade für uns junge Leute. Man stellt sich einfach an die Autobahnauffahrt und wird mitgenommen. Und es ist kostenlos, es ist klimafreundlich. Ich glaube, das kann man echt mal ausprobieren. Ja, das wäre noch ein Tipp. Also konkrete Tipps habe ich noch nicht, obwohl ich schon ein halbes Jahr auch in Angers gewohnt habe für den Erasmus-Aufenthalt. Ich glaube, das sind Dinge, die ich auf jeden Fall rausfinden möchte. Also ich habe die Enttäuschung geteilt, dass die vegane und vegetarische Angebot, dass es etwas limitiert ist vor Ort und also das Recycling, das irritiert mich auch nach wie vor, dass ich Papier und Plaste in eine Ecke schmeiße. Ja, vielleicht können wir uns da zusammen Lösungen überlegen. Est-ce qu'il y a encore une question? Sinon, on s'arrête là. C'est bon. Parfait. Eh ben, nous, on est à l'heure alors. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous Merci. quatre. Merci à tous. Merci à tous. Je voulais remercier les professeurs